méthode d'amélioration des végétaux qui, en général, passe par la reproduction sexuée. Si on fait un parallèle avec l'humain, c'est la rencontre de papa et maman qui va permettre l'obtention d'un enfant. Les créations variétales étaient quelque chose qui était guidé par l'homme. Donc on va récupérer du pollen qu'on va amener sur un pistil et on va obtenir une graine. Chez les végétaux, le pistil et le pollen est en général présent chez les fleurs. Donc dans les fleurs de Vitis vinifera, l'espèce la plus cultivée, on a la partie mâle et la partie femelle qui est compris dans la même fleur. C'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. Pour pouvoir faire de la création variétale chez la vigne, il faut donc arriver à isoler le pollen. Donc on va directement, ce qu'on appelle traire une grappe, récupérer les étamines avec les sacs polliniques et on pourra tamiser ensuite ce qu'on va obtenir pour arriver à faire sortir le pollen. En revanche, la partie femelle, qui est dans la plante, qui est dans le pistil, on ne peut pas la séparer du végétal. Donc il va falloir passer par une étape de castration qui nous amène à retirer les étamines de la fleur et à garder uniquement la partie femelle. Une fois qu'on a réussi à isoler cette partie femelle, on met un sac par-dessus pour la protéger d'une fécondation avec du pollen qui viendrait de l'extérieur, amené par des abeilles ou amené par le vent. Et on viendra, nous, avec un petit pinceau, jouer à l'abeille et mettre le pollen que l'on a choisi afin de mettre le pollen du papa qu'on veut sur la maman que l'on veut. Ceci nous permet de sélectionner un papa et une maman qui contiennent les caractères qui nous intéressent pour avoir des descendants qui cumulent ces deux caractères. Donc, avec les pépins obtenus suite à ma fécondation, je vais les planter. J'attends qu'ils germent. Lorsque la plante a germé, je vais pouvoir en récupérer un fragment, un tout petit fragment, c'est non destructif. Je vais extraire l'ADN et là, je vais lire l'ADN. Si celui-ci n'a pas les gènes qui m'intéressent, donc à ce moment-là, je n'en veux pas. En revanche, sur une autre variété, si lorsque j'extrais l'ADN, je vois qu'il y a les gènes de papa et les gènes de maman qui m'intéressent, je garde ce plant qui sera la variété de demain. Donc maintenant, en ce qui concerne le déploiement des nouvelles variétés résistantes, tout d'abord, rappeler que nos Vitis vinifera, les variétés qu'on utilise à l'heure actuelle pour faire du vin, sont particulièrement sensibles aux principales maladies de la vigne, en l'occurrence le mildiou et l'oïdium. Au cas où vous en douteriez encore, on a mis une photo de chardonnay avec et sans traitement. Un des leviers majeurs pour diminuer les intrants phytosanitaires, c'est certainement l'utilisation de variétés résistantes, avec 80 à 90% de réduction des intrants phytosanitaires. Voilà, c'est des résultats qui reviennent régulièrement, notamment des résultats de l'INRA et de Laurent Delière sur la parcelle Expédéfi, dans lesquelles il y avait des variétés résistantes. Pour commencer, qu'est-ce que je peux planter ? Et ça, ce n'est pas une question simple parce qu'il y a des règles qu'il faut suivre. On ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Il faut d'abord que la variété soit inscrite au catalogue, qui est un catalogue national, c'est une liste de variétés, qui donne la possibilité de produire et de commercialiser en France. Donc ça, c'est surtout intéressant pour les pépiniéristes français. Si les variétés ne sont pas inscrites au catalogue, ils ne peuvent pas produire ces variétés et vous vendre les plants à vous, viticulteurs. Et ensuite, il y a une deuxième inscription, c'est l'inscription au classement. Et cette inscription au classement, elle donne la possibilité de planter des variétés pour la production commerciale de vin, avec deux possibilités, soit un classement temporaire, dérogation possible pour des besoins d'expérimentation, en gros c'est 1 hectare par exploitation, 20 hectares par bassin de production, et c'est sur une durée limitée de 10 ans, qui peut être un tout petit peu plus longue, mais en gros c'est ça la règle. Ou un classement définitif. Et par exemple, le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Pinot ont un classement définitif. Vous pouvez les planter en France et produire du vin avec. En ce qui concerne les nouvelles variétés, il y a deux choses. Enfin, il y a eu une première vague de nouvelles variétés, c'était 12 variétés étrangères qui ont été soit inscrites au classement définitif, soit inscrites au classement temporaire. Alors peu importe, hein, je ne vais pas les lister, vous les aviez là, mais le PowerPoint sera disponible
sur Internet dans les jours à venir. Et puis, l'inscription au catalogue et une éligibilité au classement de 4 variétés françaises. Et cette inscription au catalogue, elle est toute récente, puisqu'elle est de janvier 2018. Avec donc 2 variétés blanches, c'est pas Folréal, c'est Floréal et Voltis, et 2 variétés rouges, Artaban et Vidocq. Donc on a des variétés étrangères et on a 4 variétés françaises qui viennent d'être inscrites et qui sont des créations de l'INRA. Alors je vais plus m'arrêter sur ces variétés parce que c'est celles que personnellement je connais le mieux et sur lesquelles en France on a le plus travaillé. C'est des variétés qui vont être commercialisées dans le cadre d'une marque qui est une marque en partenariat entre l'IFV et l'INRA et qui s'appelle la marque Antavinra. Donc, j'ai fait quelques diapositives pour vous présenter brièvement ces 4 variétés. Vous avez la fiche qui a été rédigée par l'INRA de Colmar dans vos chemises pour chacune des variétés, sur lesquelles il y a beaucoup plus de détails et qui correspond en gros à une très bonne synthèse du savoir qu'on a à l'heure actuelle sur ces variétés. Ce qu'il est évident, c'est que pour l'instant, on a très peu d'expérience, à la fois sur les variétés étrangères et à la fois sur les variétés françaises. Et il faut que l'expérimentation continue et qu'on découvre ces variétés qui sont complètement neuves et pour lesquelles on a peu de références. D'ailleurs, vous verrez que pour les rouges, j'ai des références sur Grenache et pour les blancs, j'ai des références sur Chardonnay. Pour l'instant, il nous manque une année d'expérimentation dans le Bordelais pour avoir des références sur les cépages. Bon, c'est des cépages qui sont connus et ça permet de se donner une idée. En gros, pour les cépages rouges, Artaban et Vidocq, on est sur des débourrements assez proches du Grenache, 1 à 2 jours avant, mais c'est peu significatif. Et par contre, sur une date de récolte qui est aussi plutôt proche du Grenache, 20 septembre sur l'essai dans le Languedoc-Roussillon, au lieu du 22 septembre pour le Grenache. C'est pas Languedoc-Roussillon, c'est PACA. Ensuite, voilà donc un profil avec le Grenache qui correspond au trait vertical noir, vert. Et ensuite, plus vous êtes loin du trait, plus il y a une différence importante par rapport au Grenache. De manière négative quand vous partez vers la droite pour moi, vers la gauche pour vous, et positif dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Vidocq et Artaban sont légèrement moins vigoureux et avec des productions un peu moins importantes que le Grenache. Globalement, ils ont des baies moyennes. Le Vidocq a plutôt des baies petites. Et le Vidocq, on a observé plutôt une bonne tolérance à la pourriture grise. En ce qui concerne le titre alcoométrique potentiel, c'est assez équivalent au Grenache. Et on a Vidocq qui a une acidité totale plutôt plus élevée que le Grenache. Pour Artaban, il y a peu de différence. Vidocq a permis la production de vins puissants, charpentés, avec une bonne intensité colorante. Artaban permet la production de vins plus légers, goulayants, bien colorés, plutôt pour des vins de type primeur. En ce qui concerne les cépages blancs, donc la comparaison est faite par rapport au Chardonnay. Donc avec pour Voltis et Floréal des dates de dépourrement un peu plus tardives que le Chardonnay et une date de récolte équivalente au Chardonnay pour Voltis et légèrement plus tard pour Floréal, mais c'est peu significatif. Bon, je vais essayer de ne pas refaire à chaque fois la même bêtise. Donc vous avez Floréal en jaune et Voltis en rouge. Donc avec Voltis qui est légèrement moins vigoureux que Floréal, que le Chardonnay, et Floréal un tout petit peu plus vigoureux et avec une production un tout petit peu plus importante. Les deux ont des baies moyennes. Un titre alcoométrique potentiel un peu plus faible que le Chardonnay pour Voltis et assez équivalent au Chardonnay pour Floréal et assez équivalent au Chardonnay pour Voltis, et des acidités totales à peine plus basses que le Chardonnay pour les deux cépages. Pour Floréal, on a des vins qui sont plutôt expressifs, aromatiques, avec une bonne fraîcheur et des notes fruitées, exotiques. Bon, ça peut faire penser un peu au Sauvignon parfois. Et sur Voltis, des vins légèrement bouquetés, souples, amples et persistants. En ce qui concerne la résistance aux maladies, donc on est dans les deux cas sur des résistances polygéniques avec les mêmes gènes de résistance qui ont été utilisés pour les 4 variétés.
Bon, vous les avez marqués là, à la limite, peu importe. Donc 2 gènes de résistance pour le mildiou, 2 gènes de résistance pour l'oïdium. C'est une des raisons pour lesquelles la France a été un peu en retard sur l'inscription de ses premières variétés. C'est que parmi la stratégie qui a été adoptée par l'INRA et par l'IFV, on souhaitait proposer à la viticulture des variétés pour lesquelles il y avait plusieurs gènes de résistance pour une maladie donnée. L'objectif étant de retarder au maximum le contournement de ces résistances. Quand il n'y a qu'un seul gène de résistance, le risque c'est que la maladie contourne le gène et qu'ensuite ce gène devienne inefficace. Sur les 4 variétés, on a pu observer un peu de mildiou sur les inflorescences et sur les grappes. Là, il y a une photo avec du mildiou sur voltis, sur feuilles. Ce sont des dégâts qui sont vraiment très très faibles, qui ne posent aucun problème et qui n'entraînent aucune perte de récolte. En revanche, ce sont des variétés qui sont plutôt sensibles au black rot. Floréal a une résistance partielle au black rot. Pour les 3 autres, ce sont des variétés sensibles qui nécessitent donc des traitements lorsqu'il y a un problème avec le black rot au vignoble. Et puis après, il y a aussi d'autres maladies qui peuvent émerger. Parce qu'en fait, comme on ne traite plus ou qu'on traite très peu, l'idée, c'est pas de complètement s'arrêter de traiter, mais peut-être de ne faire qu'un ou 2 traitements par an. Les équilibres entre les populations de champignons deviennent différentes et on voit émerger des maladies qui n'étaient plus un problème. Bon, alors à titre d'exemple, l'anthracnose, les techniciens viticoles étaient tout heureux de redécouvrir cette maladie qu'ils avaient un petit peu oubliée. Bon, ça reste quand même beaucoup moins problématique que le mildiou et l'oïdium. En ce qui concerne le déploiement de ces variétés, on a choisi la voie classique de déploiement, c'est-à-dire matériel initial, puis matériel de prémultiplication chez les prémultiplicateurs, puis le matériel certifié chez les pépiniéristes, et enfin la vente de ce matériel certifié auprès des viticulteurs. Bon, c'est une démarche qui est longue et qui demande une plantation par étape avec des conditions sanitaires qui sont strictes. Et donc, ça demande du temps. Donc, cette voie de multiplication, elle permettra, à partir de 2021-2022, d'avoir du matériel certifié à disposition des viticulteurs et de l'ordre d'une centaine d'hectares de potentiel de plantation les premières années. Alors évidemment, après, ça va en se démultipliant. Mais les premières années, on est sur tout compte fait, très peu d'hectares à l'échelle nationale. On a bien conscience que la viticulture a envie d'aller vite sur le matériel végétal et sur ces variétés résistantes. Donc, on a décidé d'utiliser dans un premier temps les greffons en standard, issus des parcelles d'expérimentales, et à condition qu'il n'y ait pas de maladie virale dans ces parcelles et donc sous réserve de garantie sanitaire et d'identité variétale, on compte dans un premier temps proposer ce matériel standard pour démarrer les plantations avec ces variétés résistantes. Donc pendant un certain temps, les 2 voies vont coexister, matériel certifié et matériel standard. On est persuadé que le matériel certifié apporte des garanties bien supérieures en termes de sanitaire et que donc ce matériel standard, ce n'est vraiment qu'une étape intermédiaire pour répondre à une attente à un instant T de la viticulture. Bon, néanmoins, pour l'instant, c'est le matériel dont vous pouvez disposer. Alors, je vous ai mis les quantités. Voilà, ça fait un certain nombre de plants dès 2018-2019. Il ne faut pas s'emballer, ce n'est pas non plus des millions de plants, hein, mais on n'a que quelques parcelles expérimentales. Mais enfin, ça permet de commencer à répondre aux attentes. Et après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, on ne peut pas utiliser ces variétés dans les cahiers des charges des AOC, pour 2 raisons. D'abord parce qu'elles ne sont pas inscrites dans les cahiers des charges, et ensuite parce qu'il y a une part du génome de ces variétés qui n'est pas du Vitis vinifera. Normalement, en AOC, on ne plante que du Vitis vinifera. Cette partie qui n'est pas du Vitis vinifera, globalement, ça correspond au gène de résistance,
puisque ces gènes de résistance, ils ont été pris sur d'autres variétés que les variétés qui permettent de produire du vin de manière classique. Donc il y a un travail de fond qui est réalisé par rapport à ça, et il y a des discussions qui ont lieu à l'heure actuelle pour voir comment faire évoluer les cahiers des charges des AOC et permettre l'utilisation de ces variétés. Ça veut dire que dans un premier temps sur Bordeaux, compte tenu que quasiment toute la production est en AOC, il n'y aura pas des plantations de manière exponentielle. Et la seule possibilité, c'est de produire des vins sans IG pour pouvoir utiliser ce matériel. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces premières variétés dont vous avez que vous avez la possibilité de planter, c'est qu'une première étape. Il va y avoir une deuxième vague de variétés créées par l'INRA qui vont être inscrites certainement en 2021, et une troisième vague de variétés en collaboration entre l'IFV et l'INRA qui seront proposées à l'inscription à partir de 2024. Et ensuite, on peut imaginer que ça va continuer, et peut-être sur d'autres gènes de résistance que le milioéloïdium, parce que demain, la recherche pourra faire des progrès et permettre d'ouvrir le champ des possibles. Dans les choses à venir, il y a évidemment l'inscription de croisements entre génotypes résistants et variétés typiques de nos régions. C'est Laurent qui va en parler. Et puis ensuite, la mise en place d'un observatoire des résistances. Laurent, qui est présent aujourd'hui dans la salle, Laurent Delière de l'INRA, a en charge cet observatoire. L'objectif de cet observatoire, c'est de pouvoir voir sur des parcelles à taille réelle comment ces variétés réagissent, et pouvoir faire du monitoring pour surveiller qu'il n'y ait pas de contournement de résistance. Je vous en parle aujourd'hui parce que si demain vous plantez des parcelles avec des variétés résistantes, qu'elles soient françaises ou étrangères, je vous invite à contacter l'équipe qui s'occupe de l'observatoire Oscar pour leur signaler cette parcelle et qu'on puisse la rentrer dans l'observatoire. Il va falloir adapter les process œnologiques à ces nouvelles variétés que tout compte fait on connaît peu et sur lesquelles on a peu de références œnologiques. Jean-Christophe va commencer à vous en parler. Et puis il y a aussi l'évolution du marché des vins issus de ces variétés résistantes et comment est-ce que ces vins vont évoluer. Et c'est Eric qui va aborder cette partie. En ce qui me concerne, j'ai fini. J'ai quelques remerciements à faire parce que sans toutes ces personnes, je n'aurais pas pu faire mon diaporama. Et je laisse la place à Laurent Charlier.